Bonjour, Bon après-midi. Bonsoir. bienvenue dans le Café Édition de votre podcast préféré, les nouvelles éditions. On vous sert quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous retrouvons Pierre Ménard pour la partie 2 de l'épisode sur le transmédia. Interrogé sur la multiplicité du support sur les lignes des désirs, ainsi que sur l'édition française, il répond. C'est juste, en tout cas, trouver la technique, l'outil qui correspond à la manière avec laquelle on veut raconter des histoires. Voilà. Après, moi, je comprends complètement que certains auteurs soient fermés ou n'aient pas accès à ces outils-là, ne veuillent pas utiliser ces outils-là. Sans doute parce qu'en fait, leur manière de raconter correspond plus à quelque chose de classique et de linéaire. Et tant que ça leur convient, pourquoi vouloir chercher autre chose? C'est tant mieux. Voilà. Moi, j'ai quand même la sensation que on arrive en littérature à un moment où c'est bien d'expérimenter un petit peu autre chose parce qu'on est toujours un petit peu dans les mêmes récits et on a toujours un peu la même façon de raconter des histoires. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tout déstructurer pour voir le monde autrement. C'est juste que le monde, il change et lui, il est un peu plus déstructuré qu'il n'était avant. Et donc, il faut arriver à adapter nos outils pour arriver à être en cohésion avec le monde qui nous entoure. Et du coup, est-ce que c'était pas un pari risqué de miser à ce point sur l'expérience entre le physique et le virtuel à travers la technologie? Et au début du projet, en fait, ça allait encore beaucoup plus loin que là où le rêve s'est arrêté. C'est-à-dire que j'avais imaginé, mais là, il aurait fallu encore plus de moyens, qu'en gros, chaque personne fasse l'expérience de la promenade dans l'île Saint-Louis et que l'application permette d'enregistrer son parcours et donc d'éditer le récit qu'il aurait créé. C'est-à-dire que mon idée, c'était que chaque lecteur est en fait l'auteur du livre qu'il est en train de lire. Ça, c'est déjà une réalité avec le livre papier. Et je voulais simplement le montrer technologiquement parlant, c'est-à-dire en se disant, en essayant de trouver des outils qui auraient permis, là c'était cher, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à le faire, mais c'est possible, c'est-à-dire que chaque personne ayant parcouru la ville avait déterminé un sens de lecture et donc un ordre des pages et avec l'application, on lui permettait à la fin, en rentrant chez lui, quasiment d'appuyer sur un bouton et d'obtenir un livre imprimé, comme on peut le faire aujourd'hui, un livre imprimé à la demande, mais qui aurait été son livre à lui, le livre de son expérience de lecteur, vous voyez? Et je trouvais que ça, c'était super intéressant parce que là, on était vraiment au-delà de la pure technique et on interrogeait complètement la forme, la relation du lecteur au livre et du lecteur à l'auteur, puisqu'il devient lui-même l'auteur du livre. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de se dire que justement, aujourd'hui, le lecteur, il est derrière son ordinateur, il lit des choses très, très variées, très variées. Il y a de l'image, il y a du son, il y a de la vidéo, il passe d'un site à un autre, donc d'un auteur à un autre. Et lui-même, en lisant sur Internet, va faire des commentaires, va peut-être avoir son propre blog, va peut-être interagir avec d'autres qui vont interagir voilà. Et donc, à un moment donné, la frontière classique de l'auteur sur son piédestal et puis les gens qui le lisent, avec le numérique, se transforme complètement pour avoir quelque chose qui est plus égalitaire, c'est-à-dire qu'on est un peu tous auteurs et en même temps un peu tous lecteurs. Voilà, c'est ces expériences-là, moi, qui m'intéressaient. Bien entendu, avec des moyens, comment dire, personnels et petits, mais on voit bien ce qui se passe sur Internet. C'est quand même quelque chose qui est assez important dans nos vies, en tout cas, pour qu'on puisse l'interroger, nous, en tant qu'auteurs. Est-ce que vous pensez que cette digitalisation de plus en plus grandissante annonce la fin du livre papier tel qu'on le connaît?
Alors, non, elle a même tendance, enfin, je ne veux pas dire à tendance à s'accélérer. C'est-à-dire que là, pendant le confinement, on a vu la demande de lecture en ligne, de lecture numérique, qui avait jamais vraiment décollé, enfin, en tout cas pas dans les chiffres que les éditeurs attendaient, vraiment explose. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande, voilà, mais qui est liée à un certain moment. On ne changera pas les habitudes des gens. Il y a de plus en plus de gens qui vont lire numérique parce que les outils s'améliorent, deviennent moins chers, donc un plus grand public peut y accéder. Mais après, vous aurez toujours un univers papier, des gens qui préfèrent lire sous le format du livre imprimé, et puis d'autres qui ont plus l'habitude de la technique, ou qui voyagent plus, ou qui du coup auront besoin, envie aussi d'utiliser des liseuses, des tablettes, etc. Les seules choses qu'on voit, c'est que l'édition souffre et que du coup, le livre imprimé, enfin, il y a toujours beaucoup de livres qui s'impriment. Les rentrées littéraires sont toujours des chiffres records. Mais ce qu'on dit moins, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les tirages sont vraiment minimaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un premier roman, ça va être édité à moins de 1000 exemplaires, ce qui finalement, comparé à du livre numérique, est relativement proche du livre numérique. Donc en fait, on a une baisse du livre imprimé et une hausse du livre numérique, en tout cas dans le nombre de lecteurs aujourd'hui. Mais les deux continueront à préexister ensemble. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez de l'édition française en termes d'innovation? Parce que vous avez reçu un premier soutien pour votre cause, mais là, apparemment, on vous donne pas les financements plus importants. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? L'édition fait parfois un effort, trouve un auteur qui va l'obliger ou à essayer de tenter une expérience numérique, mais c'est vrai que nativement, les grands éditeurs classiques sont très peu, comment dire, c'est pas leur univers du tout. Il y a eu des expériences, moi je me souviens au début des CD-ROM, on a eu des éditeurs qui ont fait des expériences de CD-ROM, et je pense qu'ils ont été tellement traumatisés de la disparition du CD-ROM que ça les a dégoûtés à vie. Et du coup, après, il y a eu quelques petites expériences de livres numériques artistiques ou avec de l'image, du son, un travail vraiment poussé là-dessus, mais qui voulait dire aussi que les auteurs le demandaient. Tant que les auteurs ne le demandent pas et poussent pas les éditeurs à faire un travail en dehors de leurs habitudes et de leur zone de confort, ils n'ont pas de raison de faire autre chose. C'est leur métier, ils connaissent leur métier, donc ils font leur métier. Mais c'est vrai que si plus d'auteurs essayaient de leur demander voilà, de faire des expériences, peut-être qu'on arriverait à faire du livre, à éditer du livre numérique, un peu comme ce que fait Lamarelle, c'est-à-dire un livre qui va être non pas formaté pour essayer de correspondre à tous les projets des auteurs, mais pour essayer de correspondre à cet auteur particulier, avec son histoire particulière. Voilà. On a beaucoup parlé des lignes de désir parce que c'est le projet qui a retenu le plus notre attention. Mais est-ce que vous avez d'autres projets d'avenir ou d'autres projets dont vous aimeriez nous parler? Euh, y a le texte là dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est aussi édité à la Marelle, qui s'appelle L'Esprit d'escalier, qui reprend un peu cette idée-là. Alors, il est sorti en plein confinement, donc c'était un peu compliqué de l'accompagner. Et on n'a pas été tout à fait jusqu'au bout, puisque
moi, l'idée que j'avais, c'était d'écrire un texte pour qu'il soit diffusé en version livre numérique, mais qui ait aussi son pendant de jeu de cartes, puisque vraiment, c'est un récit comme ça à double entrée. Et je voulais que les gens voient techniquement, avec le jeu de cartes dans les mains, comment, en battant le jeu de cartes et donc le récit, on a une histoire différente, avec juste la contrainte qu'il y a un début, il y a une fin qui sont imposées, mais le reste, on peut vraiment battre les cartes et on a une expérience de lecture différente. Après, bon, je suis pas sûr que beaucoup de gens feraient la lecture 15 000 fois, mais c'était pour aller, voilà, pour aller dans le même sens que Marc Saporta avec son livre. D'accord. Après, sinon, des projets, les choses, c'est que c'est des choses qui sont en cours. Moi, je suis un peu lent. Mes projets, souvent, ils prennent beaucoup de temps. Donc, en ce moment, je travaille justement sur un podcast. Donc, c'est pour ça que j'ai été sensible à votre appel. Merci. Ça s'appelle L'espace d'un instant. Et en fait, donc une écriture au quotidien. Donc chaque jour, j'écris un texte qui fait à peu près 200 mots et qui est lié à un lieu, à un moment donné. Et donc, tous les jours, il y a un texte dans un lieu différent. Et chaque semaine, le podcast diffuse la lecture des 7 moments dans le monde entier. Donc, j'essaye voilà. Donc, je pars d'images que j'ai trouvées, de films qui ne sont pas très connus, mais qui sont de provenance de lieux très, très divers de la planète. Et à chaque fois, il y a une minute. Et dans cette minute, on a 7 points de vue sur le monde qui sont diffusés chaque semaine. Voilà. Et donc, le projet s'arrêtera au bout d'un an. Il y aura donc un texte qui sera sans doute édité en version papier. Mais l'intérêt de ce projet, c'est voilà, de se dire, au quotidien, j'écris, donc pour se motiver aussi, pour arriver à avoir cette contrainte d'écriture. Et puis, imaginer un texte qui pourra être à la fois diffusé dans sa version audio dans un musée, dans une galerie par exemple, où à chaque minute de la journée, il y aura un texte qui sera diffusé et qui représentera un point du monde à chaque fois. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est travailler au quotidien sur un podcast que les gens peuvent découvrir ou pas, peuvent prendre en cours de route ou pas, tout en travaillant ensuite sur un projet qui sera un projet éditorial, mais éditorial qui soit imprimé par un éditeur et peut-être exposé dans une galerie. Voilà. Encore une fois, c'est une autre expérience sur la forme du texte qui va trouver son lecteur, auditeur en fonction de l'édition qu'on en fera. Et c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Instagram pour qu'on continue à discuter en prenant nos cafés.